Potro, Gonzalez ne le sont pas forcément. Söderling encore moins, même s'il a nettement progressé, on l'a vu notamment contre Nadal en jeu de fond de cours. Je crois que sur les différentes surfaces, il faut mettre à mal Federer dans son jeu offensif. Et jusqu'à présent, il n'y a pratiquement que Nadal qui est arrivé. Moi, je crois que ça s'annonce extrêmement serré, mais sur la saison, je ne vois pas quelqu'un d'autre que Nadal contrer Federer. Bon, je vous coupe. On arrête de parler des garçons, on va s'intéresser un peu aux dames. Si je vous demande, spécialiste du tennis, combien il y a eu de numéro 1 mondial depuis le mois d'avril? Est-ce que vous savez, chez les dames? Chez les dames, il y a 3 ou 4. Je dirais 4 aussi. Ah, il y en a eu 6. 6 numéro 1 mondial depuis avril 2008. Comment 2008. Expliquer tout ça, justement? Avril 2008, ah oui, avril 2008, pardon. Vous avez pensé avril 2009. 6 depuis avril 2008. Comment vous expliquez qu'il y ait tellement de changements, que la hiérarchie soit chamboulée sans arrêt? La hiérarchie était bousculée le jour où Justine Henin a pris sa retraite, c'était l'incontestable numéro 1. Et aussi la hiérarchie elle est bousculée parce que les sœurs Williams elles jouent presque à mi-temps, donc elles sont motivées sur les grands chelems, elles sont prêtes sur les grands chelems, mais sur les autres tournois c'est une catastrophe. Donc Serena Williams avant de venir à Roland Garros, elle a perdu au premier tour à Marbella, au premier tour à Madrid, au premier tour à Rome. Donc elle ne peut pas marquer des points, elle ne peut pas défendre sa place de numéro 1 mondial. Donc c'est vraiment la bouteille à encre, le tennis féminin, et c'est dur pas dur de s'y intéresser, mais c'est dur de retrouver son latin. Mais Mathias, c'est facile à comprendre que les femmes deviennent plus vite numéro 1 mondial, mais arrêtent également plus vite. Elles ont d'autres envies, d'autres ambitions, notamment celle peut-être de devenir maman. On a vu qu'il y a souvent des numéros 1 mondiales qui arrêtent très très rapidement leur carrière. Je dirais en ligne générale, c'est vrai que le sport féminin est plus à risque d'un abandon précoce. Maintenant, le tennis peut-être fait exception, c'est un sport qui est extrêmement valorisé. D'ailleurs, si j'ai bien entendu, les primes commencent à l'égalité des sexes partout. Voilà, donc ça c'est quelque chose de positif. Maintenant, ce changement au numéro 1, je pense que c'est un peu qu'amener du spectacle, ouvrir les chances à tout le monde. Est-ce qu'il faut vraiment un leadership? Je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est pour le spectacle. Ça peut être tout à fait intéressant et donner une chance à tout le monde. Jean-Marc, devenir numéro 1, une mondiale, sans gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est possible aujourd'hui? Vous trouvez ça normal? Alors, normal, je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà arrivé. C'est arrivé, je crois, à Amélie Mauresmo. C'est arrivé à Dinara Safina. Voilà, Dinara Safina et Jelena Jankovic également, Kim Clijsters. Qui ont toutes été, effectivement, Kim Clijsters. Alors, ça, il faut aussi voir que cette place numéro 1 mondial, ça récompense une régularité. C'est tout de même pas à négliger. On l'a vu dans ce Roland Garros, avec les difficultés, par exemple, des sœurs Williams qui ont perdu un set très vite. On se souvient qu'il y a 3-4 ans, même quand Justine Henin était là, les 3 premiers tours, c'était des exécutions. Maintenant, comme le dit Mathia, il y a peut-être un petit peu plus de spectacle. On a vu des matchs qui étaient disputés pratiquement durant les 2 semaines dans le tableau féminin. Maintenant, il y a eu des surprises également. C'est clair qu'il manque une patronne dans le sens, il manque des cadors au féminin, si vous me passez l'expression, qui vont assurer d'aller loin pratiquement dans chaque grand rendez-vous. Mais par contre, d'un autre côté, ça amène du suspense, effectivement. Et puis, on voit que ça s'est passé dans le tennis suisse féminin et masculin. Lorsqu'on croit en ses chances, on arrive à créer l'exploit. C'est ce qui s'est passé avec Söderling contre Nadal. Ça s'est passé également avec Cirstea ou avec Stosur, l'Australienne. Bon, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il reste moins d'1 minute. On va parler de ce week-end, samedi et dimanche. Il y aura les 2 finales. Laurent, 2 pronostics. Ah non, le pronostic, si je voulais, mais simple dame, c'est la bouteille à encre. Pronostic, je dis, j'aimerais que Federer gagne, comme ça, on pourra le considérer comme le meilleur joueur de tous les temps. Mais je pense que la route est encore longue et ça va être dur pour lui. On verra tout ça. Mathia? Je pense que le Federer va réussir à positiver sa position de favori, de capitaliser par rapport à l'avantage psychologique et l'ascendant psychologique qu'il a sur ses adversaires pour finalement décrocher ce titre qu'il recherche depuis de longues années à Roland-Garros. Et Jean-Marc? Bon, moi, je voyais Safina remporter le tournoi féminin il y a encore quelques jours. Kuznetsova m'a impressionné. Moi, je dirais Kuznetsova et Federer, évidemment, car même si ses adversaires ne sont pas négligés, je crois que là, il a retrouvé toute la confiance nécessaire pour décrocher son Graal. On verra tout ça. En tout cas, les demi-finales demain après-demain, les finales samedi et dimanche, c'est bien sûr à vivre en direct sur TSR2, l'info sportive en permanence 24h/24, tsrsport.ch. Merci de votre fidélité, merci à Jean-Marc Rossier, merci à Mathia Piffaretti et merci à Laurent Ducrin. On a eu du plaisir à passer ce moment avec vous, messieurs. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure, 22h10 pour Sport Dernière. Vous saurez tout sur tous les matchs de cette journée. Rendez-vous est pris. À tout à l'heure. Au revoir.